Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. J'aime bien soigner la mise en scène. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Vous vous ferez fusiller! Je crois pas, non. Plutôt engueuler, mais je commence à avoir l'habitude. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Qu'est-ce qu'il y a de pire pour vous? Vivre en monstre ou mourir en homme de bien? Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Ici votre illustre inconnu pour un tout nouveau podcast. De retour après le dernier épisode en date, L'œil du temps, qui était consacré au dernier James Bond en date, No Time to Die, nous revenons ici avec l'actualité pour un des derniers films sortis au mois d'août. Mois d'août qui aurait pu être intéressant si j'avais pu avoir le privilège de voir deux films qui m'intéressaient énormément et qui étaient sortis période de fin du mois d'août. C'est-à-dire le film Alpha, réalisé par Juliette Ducournau, et le film Valeurs sentimentales, qui était réalisé par Joachim Trier. Les deux films qui m'intéressaient d'ailleurs le plus et qui étaient plus intéressants à analyser au mois d'août, mais malheureusement, les films n'étaient pas distribués dans le cinéma le plus proche, ce qui me fout bien la rage et bien la haine, et du coup, j'ai décidé de me rabattre sur un film qui me tentait pas trop, voire même absolument pas, qui pourtant est réalisé par un maître en la matière. Nous allons parler aujourd'hui de Caught Stealing, ou dans son titre français assez merdique, Prise au piège, réalisé par un certain Darren Aronofsky. Soit on y va à fond, soit on abandonne. J'abandonne pas. Je veux être sûr que t'es un mec qui sait gérer ses affaires. T'inquiète, je gère. J'imagine que t'es pas juif, hein? Mange, tu as la peau sur les os. Mange, sinon tu vas la vexer. Je t'aime bien, Hank. Caught Stealing, ou Prise au piège en français, c'est la dernière fois que je dis ce titre de merde en VF, vraiment il est catastrophique. On dirait un espèce de vieux de titre de film un peu pété avec Steven Seagal. Prise au piège, piège en haute mer, vous voyez. Donc c'est un film américain réalisé par l'auteur complètement fou et très très clivant, Darren Aronofsky. Ce qui me fait déjà rire quand on connaît un peu le mec, de le voir dans un film pareil, vraiment. Alors, le film est sorti le 27 août 2025, donc c'est récent, en tout cas en France. Donc il a un budget de 40 millions de dollars, ça reste un petit budget pour un film américain, mais quand on connaît un peu le choix des films intimes de Darren Aronofsky, ça reste assez étonnant, on va dire ça comme ça. Alors après, ce qui est plus compliqué quand on fait ce film, c'est surtout de tourner dans des endroits comme New York ou Manhattan. C'est sûrement ça qui a dû coûter quand même un petit peu cher. Donc le film est produit par une grosse société de production, c'est Sony Pictures, mais aussi par d'autres petites. Il y a Protozoa Pictures, si vous connaissez. Mais globalement, le film, et surtout que ça reste quand même un film, pas de commande, enfin un peu de commande, mais c'est aussi un film, disons, un peu gros, on va dire ça comme ça, je sais pas comment dire, c'est semi-blockbuster et semi-auteur. Et du coup c'est quand même produit par Sony Pictures, donc qui est quand même une grande firme hollywoodienne. Alors je viens de l'apprendre, mais en fait le film est aussi adapté du livre qui s'appelle aussi Caught Stealing de Charlie Huston. Le film est écrit justement par Charlie Huston et avec la participation un petit peu de Darren Aronofsky à l'écriture. Au casting de notre film du jour, du beau monde. On a déjà le très bankable et bien évidemment beau gosse Austin Butler en rôle principal. On a Matt Smith, on a Zoe Kravitz, Regina King, Bad Bunny et les deux derniers, on a Liev Schreiber et Vincent D'Onofrio, ou encore des Griffin Dunne. Pour ceux qui connaissent Griffin Dunne, il jouait dans After Hours, pour ceux qui connaissent le petit film de Martin Scorsese, qui joue un petit rôle pas très important, mais voilà, c'est assez étonnant de le voir. En plus, il est complètement métamorphosé, enfin je le connais pas du tout. Donc place à l'histoire. Donc en fait nous sommes à New York, ou à Manhattan, dans les petites ruelles de Manhattan, dans les années 90, alors plus précisément en 1998 je crois. Donc nous suivons Hank Thompson, qui est joué par Austin Butler, qui est un ancien joueur de baseball qui est en fait, après un tragique accident qui le hante encore, en fait il n'a pas pu continuer sa carrière de baseball qui était quand même assez brillante, c'était une jeune carrière à l'époque. Et du coup de ce fait, il est maintenant juste barman dans un bar un peu miteux dans les coins de rue de Manhattan.
Cependant le mec, il a pas l'air de trop se faire chier dans la vie, ça va. Il a une meuf qui s'appelle Yvonne, qui est jouée par Zoé Kravitz. Il a un appart cool, il a un taf qui lui plaît. En gros, il demande pas la lune non plus, mais malgré son accident, c'est vrai qu'il a quand même marqué, qu'il a un peu fait aussi sombrer dans l'alcoolisme. Enfin, alcoolisme, c'est un bien grand mot quand tu vois le film, hein, ça traite pas énormément de ça. Et du coup, un jour, ce mec, il croise son voisin d'appart, un mec complètement niqué, complètement défoncé, qui s'appelle Russ. Il est complètement timbré, avec cette espèce de coupe punk, vous avez pu voir dans la bande-annonce, qui est joué par Matt Smith. Et en fait, le mec, pour une histoire personnelle, il se barre à Londres, et il se barre à Londres, je sais pas, peut-être une semaine, un truc comme ça, et il demande à Hank de s'occuper de son chat. Le problème, c'est que ce putain de chat va lui poser les plus grandes emmerdes qu'il ait jamais vues de sa vie, parce qu'il y a des gars complètement timbrés qui recherchent Russ, et en fait il décide de s'amuser un peu sur la belle gueule de Hank ou la belle gueule d'Austin Butler, parce que il les a un peu provoqués. Et ce que ne sait pas Hank, c'est que en fait en provoquant ces mecs, il va se retrouver dans une affaire criminelle énormément complexe et bordélique. Et en fait le mec est donc pris au piège, voilà, petite référence en version française, à cause de son abruti de voisin et aussi d'un chat. C'est quand même assez con. Et vous voyez déjà un peu le pitch venir. Alors, le film. Alors, déjà, premièrement, on va recontextualiser, parce qu'il faut parler quand même de quelqu'un. Il faut quand même parler de Darren Aronofsky, parce que c'est quand même le truc le plus délirant de ce film. Comment Darren Aronofsky se dit que c'est une idée intéressante de complètement changer de style. Déjà, on va revenir sur la carrière de ce mec, parce que ça reste quand même un brillant réalisateur. Déjà, dans un premier temps, c'est un des cinéastes actuels en activité dont je respecte le plus, car c'est un immense réalisateur américain. C'est un auteur qui a toujours proposé en fait des œuvres inoubliables, ça faut vraiment se dire. Alors des films assez chocs, qui étaient très souvent sombres, qui poussent énormément à la réflexion, qui sont parfois tragiques. C'est vraiment des films coup de poing comme on les appelle. Et vu qu'il est issu quand même d'une case assez indépendantiste, il a commencé avec très très peu de budget, il faisait ses films dans son coin. Le premier film c'était Pi, que j'ai pas vu, mais qui était déjà un début de carrière assez prometteur, de ce que j'ai pu entendre, et ce qui explique le côté très intimiste d'à peu près toutes ses œuvres jusqu'à The Whale, et justement le film dont on va parler a complètement changé de bord. Alors pourtant, y a de nombreuses personnes qui peuvent pas le supporter, car en fait justement, ces films sont souvent radicaux, c'est vraiment des films jusqu'au boutiste, et d'ailleurs même si beaucoup ne peuvent plus supporter ces expérimentations, qu'il a eu depuis des années, c'est vraiment des expérimentations cinématographiques, c'est toujours voir un film de Darren Aronofsky, faut vraiment être préparé, en tout cas pour la plupart. Faut quand même avoir un truc, c'est que je connais très peu de personnes qui remettent en question son film le plus culte, son chef-d'œuvre pour moi, Requiem for a Dream. Voilà, c'est le film le plus connu de sa carrière, et sûrement aussi le film le plus dur, mais vraiment le plus dur à visionner. Vraiment. Alors c'est pas que le film soit gore, qu'il est d'une grande violence, non c'est pas ça, c'est en fait la manière qu'a Darren Aronofsky de réaliser son film, la tournure, la tension qu'il met à l'écran, la musique, je sais plus quel est le réalisateur, l'auteur, je vais peut-être dire une connerie, je crois que la composition c'est Cliff Mansell, j'espère que c'est ça, je dis peut-être mal son nom, mais ce mec il a créé une BO inoubliable. Il y a une musique que vous allez revenir, je la mettrai peut-être en podcast, il y a une musique, vous vous souvenez, parce qu'en fait elle hante le film, véritablement. Et donc oui, en effet, je pense qu'honnêtement, j'ai dû, je crois, découvrir le film à l'âge de 13-14 ans, c'est quand même assez jeune, tu te bouffes ça assez jeune, c'est assez étonnant. Moi je ne le regarderai plus jamais. Moi je l'ai vu une fois, c'était un traumatisme, ça te donne envie de vomir, c'est un film éprouvant, mais vraiment. Et je crois que le film te traumatise plus si t'es jeune. Vraiment, si tu vois le film jeune, je crois que c'est encore pire. Et ce genre de film, il te traumatise surtout assez jeune parce que ça te marque, ça te fait parler d'une période et d'une époque. Et c'est beaucoup plus compliqué à visionner, je crois, quand t'es assez jeune. Bref, donc vous connaissez aussi bien le film que moi, un film qui est inoubliable, à voir absolument de toute façon. Si vous l'avez pas vu, dans tous les cas, vous le voyez, il va vous marquer à vie. Voilà, c'est pas du tout un film que vous allez oublier. Le film vraiment te marque au fer à rouge. Alors bien évidemment, ça serait un peu irrespectueux, je trouve, de citer Darren Aronofsky seulement pour Requiem. Il a fait bien d'autres œuvres bien plus profondes, enfin autant profondes que Requiem for a Dream. Il a aussi fait Black Swan. Je
pense que vous connaissez aussi Black Swan avec Nathalie Portman, le magnifique Black Swan, inoubliable aussi, avec la plus belle performance de Nathalie Portman, c'est magnifique, c'est un film aussi beau que tragique. Il y a aussi eu, pour les connaisseurs, un film un peu inconnu de sa carrière, mais que je trouve très très bon aussi, The Wrestler, qui aura donné un coup de fraîcheur à la carrière de Mickey Rourke, qui joue une espèce de star du catch déçu. Donc le film était sorti en 2008, je crois. C'était un très bon film, plus intime que les autres films de Aronofsky, mais tout aussi émouvant et juste qu'un Requiem ou qu'un Black Swan par exemple. Alors il a fait d'autres films que je parlerai après parce que ça rentre plus en lien avec le film du jour. Mais en 2017, on a eu Mother. Alors là, je pense qu'il a été le film qui a le plus déchaîné les foules. Je crois qu'il est jamais allé aussi loin dans l'horreur. C'est-à-dire que c'est moins traumatisant qu'un Requiem for a Dream, mais je crois que c'est un film encore plus barré, véritablement. Je crois que c'est le film le plus radical qu'il ait jamais fait. En fait, Mother, c'est un peu compliqué, car en fait, le pitch, même là, je pourrais même pas dire, c'est impossible à expliquer. Et je vous l'avoue, je suis absolument pas fan du film, j'ai dû le voir une fois. Le film est divisé en deux grosses parties, il y en a une où tu t'emmerdes, et il y a l'autre où t'as l'impression d'être en enfer. Globalement, c'est le purgatoire. En fait, je comprends pas trop ce qu'il a voulu faire à travers ce film. Alors, il y a une interprétation incroyable des acteurs. Jennifer Lawrence, elle est incroyable dans le film, elle est exceptionnelle. Mais de toute façon, Darren Aronofsky, ce qui est assez fou, c'est que c'est un brillant directeur d'acteurs. Et je crois que c'est toujours les plus beaux rôles de ces comédiens, que ce soit Jared Leto dans Requiem for a Dream, Jennifer Connelly, Ellen Burstyn, il y a Mickey Rourke dans The Wrestler, Nathalie Portman, etc. Brendan Fraser dans The Whale, bien évidemment. Je reviens sur The Mother, malgré, comme j'ai dit, il y a même Bardem, il y a Ed Harris, etc. C'est vraiment un grand casting. Et en fait, le film Mother est quand même assez particulier, et peut-être qu'un jour, je vais retenter ma chance, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à analyser et à déceler à travers ce film. Pas tout de suite, parce que le film te marque quand même un peu, mais il mérite un petit revisionnage. Mais ouais, j'en garde quand même un assez mauvais souvenir, malheureusement. Et enfin, on a eu The Whale. Alors The Whale, qui lui aussi a beaucoup divisé, c'est le dernier film en date qu'il a fait avant Cove Stelling. Alors, bon, de toute façon, dans tous les cas, c'est un réalisateur qui divise énormément. Le mec, il est autant détesté qu'adulé, pour ses partis pris très prononcés, et justement, en parlant de partis pris, The Whale, je crois que c'est le parti pris le plus, comment on pourrait dire ça, assumé, je crois. Vraiment, je crois que c'est le film le plus gênant qu'il ait jamais fait. C'est un film essentiellement tourné quand même dans un appartement, assez sombre. En fait, on est confiné avec le personnage principal, pendant tout le film, pendant les 1h50 de film, avec très peu de clarté. Donc on suit bien évidemment un homme atteint d'une obésité morbide. Donc déjà le pitch te fout un gros coup dans la gueule, vraiment. C'est un pitch à la Aronofsky. C'est un film de voyeuriste, c'est un film extrêmement gênant, c'est en même temps tragique et à la fois émouvant. Le film a été très critiqué en rapport justement à une vision assez manichéenne, surtout à la fin, en rapport à sa fin aussi jugée parfois un peu ridicule. Alors bien évidemment, c'est une vision aussi ignoble, enfin une vision comme ça, c'est sûr qu'elle va diviser. Mais en fait, c'est justement ce point de vue qu'il adopte, qui apporte toute la glauquerie au film et à l'horreur. En fait, on peut considérer que les films d'Aronofsky sont des véritables films d'horreur, des films ignobles. Pour autant, en fait, j'aime beaucoup la proposition qu'il a eue avec The Whale. Je me demande si c'est pas son film le plus émouvant, d'ailleurs, le plus humain. En fait, The Whale, même si le film n'est pas parfait, il traîne par exemple, je trouve qu'il traîne en longueur, le film est un peu long, il est beaucoup trop de fois souligné, alors de s'adapter d'une pièce de théâtre, donc bien évidemment, il y a énormément de textes, énormément de paroles, de phrases. C'est pas si déroutant que ça, même si je pense que parfois, il y a beaucoup trop de blabla. Et peut-être que le film est trop long, je pense que le film aurait dû peut-être faire 1h30 et pas 1h57. Il y a au moins 20 minutes que tu peux barrer et que tu peux dégager facilement. Et d'ailleurs, il y a certains personnages aussi qui paraissent assez caricaturaux, comme la fille, qui est très bien interprétée par Sadie Sink, mais c'est juste que le comportement qu'elle a est parfois mais tellement too much, et en fait, c'est pas du tout réaliste, et t'y crois pas, malheureusement. Mais j'aime pourtant la proposition d'Aronofsky, qui est toujours aussi radicale, sans oublier bien évidemment la performance exceptionnelle de Brendan Fraser. Je crois que c'est son plus beau rôle, c'est bouleversant, il est magnifique dans le film, il est incroyable. Donc d'ailleurs, troisième fois qu'Aronofsky refait renaître le comeback d'une star, d'un acteur, parce qu'on a eu Ellen Burstyn dans Requiem for a Dream, on a eu Mickey Rourke dans The Wrestler, et là on a Brendan Fraser dans, je pense, voilà, son meilleur rôle. En tout cas, son rôle le plus beau. Et quand on connaît un peu aussi la vie qu'a eu ce comédien, c'est quand même une carrière assez dramatique, et en fait le film se rapporte à la réalité, et il le montre de manière assez juste et tragique.
Donc voilà dans quelle ambiance Monsieur Aronofsky nous avait laissé en 2023. Et le voilà de retour avec une proposition à l'opposé de tous les films qu'il a fait auparavant, parce que là, vraiment, j'ai jamais vu un écart pareil dans la filmographie d'un artiste, hein, véritablement. C'est une opposition pareille, c'est comme si vous voyez Philippe Lachaud, de la bande à Fifi, adapte Guerre et paix de Tolstoï, voilà. Alors peut-être que je vais un peu loin, c'est que j'exagère un petit peu, mais vous voyez un peu le genre, quoi. C'est un truc qui... C'est impossible que ça existe. Donc ce nouveau film de Darren Aronofsky, j'étais très réticent à l'idée de voir ce film. Les premières images me tentaient pas du tout, je me disais qu'est-ce qu'était en train de faire Aronofsky avec ce film, cette espèce de projet pseudo-tarantinesque, qui se veut cool, mais en fait c'est faussement cool, avec une histoire de gangster vue et revue. Et alors quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai trouvé ça vraiment médiocre, vraiment. Je me dis qu'Aronofsky fait un film déjà ringard, véritablement, hein. Le film en fait il rappelle un espèce de Guy Ritchie, mais déjà que j'aime pas Guy Ritchie, donc déjà je suis servi. Le casting me tentait pas plus que ça. Et la cerise sur le gâteau, je crois que c'est vraiment la musique qui a été utilisée dans la bande-annonce, quoi. Parce que utiliser Should I Stay ou Should I Go du groupe The Clash, je crois, je suis pas sûr, bref. Quand même une musique ultra reconnue, je crois que tout le monde la connaît. C'est genre la musique qu'on n'a pas du tout entendue dans les jeux vidéo, dans les films, etc. C'est vraiment la musique que tout le monde connaît. En fait, ça fait déjà ringard quand tu l'utilises, quand tu la mets, quoi. Donc, ouais, ça tentait pas trop. En fait, on dirait vraiment que le film avait déjà 20 ans de retard. Donc non, j'étais vraiment parti pour défoncer le film. Je voyais déjà arriver les premiers avis ultra négatifs sur le film. On va le traiter, on va dire que le film est ringard, il est déjà oublié. C'est un espèce de sous-Tarantino très oubliable. Donc ça, c'était déjà le premier problème qu'avait le film. Vous allez me dire, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que Aronofsky décide de sortir de sa zone de confort, hein, globalement, pour expérimenter une nouvelle approche, un nouveau style qui lui donne en fait un nouveau défi dans sa réalisation. Je suis d'accord, ça peut être intéressant en effet, si le film n'était pas aussi lisse comme on le montre dans les bandes annonces. On sait déjà de quoi le film va parler, avec quel type de perso loufoque. On te rajoute un espèce de mafieux latino, des rabbins mitrailleurs, ou alors l'histoire du mec là qui se retrouve dans une spirale criminelle qu'il n'a pas accepté. Ça, c'est des trucs vus et revus et c'est pas du tout intéressant. En fait, je crois qu'on en a un peu marre de ce genre de concept de film faussement cool. Et alors, faut arrêter de dire que c'est du Tarantino. Arrêtez, vraiment. Tous les films qui tentent de faire du Tarantino sont à chier, c'est catastrophique. Il y a un seul mec qui sait faire du Tarantino, c'est Tarantino. Arrêtez d'essayer de trouver une comparaison qu'il n'y a pas. C'est comme les mecs qui disent ouais, c'est un espèce de Scorsese. Arrêtez, ils ont tous pompé sur Scorsese, mais on a bien vu qu'il n'y en avait pas un qui relevait le niveau. Donc ça, c'était mon petit coup de gueule. Et d'ailleurs, c'est déjà éculé, il y avait eu le film, il y a quelques années, là, avec Brad Pitt, là, qui s'appelait Bullet Train. Bon, c'était pas catastrophique, ça passait, mais tu voyais quand même que c'était un film déjà ringard, quoi. Bullet Train avec les yakuza, les machins, des trucs qui se mélangent, mais qui fonctionnaient pas du tout dans le film. Bah, j'ai l'impression de revoir ça, mais en plus chiant et en moins bien. Et par rapport aux nouvelles expérimentations de Darren Aronofsky, alors ok, je l'avoue, pourquoi pas tenter une nouvelle approche ? Ouais, vraiment, mais le problème en fait qu'il y a, c'est que dans la carrière d'Aronofsky, il avait déjà tenté une nouvelle approche cinématographique avec ce que j'appelle pour moi son navet absolu, vraiment, c'est son ratage total, qui s'appelle Noé. Alors, c'est con parce que Noé, c'est une prise de risque ultra ambitieuse qui devait narrer en fait la construction de l'Arche de Noé. La volonté du film, hein, je crois, c'était un espèce de mélange entre Gladiator et Conquest of Paradise, avec un casting XXL, il y avait Emma Watson, Jennifer Connelly, Ray Winston, Anthony Hopkins et en rôle principal Russell Crowe. Et franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas Aronofsky qui a fait un film pareil, car on en est très loin, quoi. Le film est il était très mal rythmé, il était super long, il était affreusement moche, il y avait des images de synthèse, mais dégueulasses. Le film était cheap, il fonctionnait pas, il y avait pas grand chose d'épique, les décors, etc. étaient vraiment dégueux, et je crois, en toute honnêteté, mais je crois que tous les animaux de l'Arche de Noé étaient en CGI, mais vraiment, c'est ni fait ni à faire, quoi. Donc en effet, Aronofsky a déjà expérimenté, mais si c'est pour le voir faire des films pareils, j'ai envie de vous dire que chaque film est une nouvelle expérience, hein, déjà pour lui, parce que, oui, en effet, il est toujours dans son même style un peu intime, un peu glauque, un peu coup de poing,
mais il a toujours voulu faire des films complètement différents, prendre des nouvelles thématiques, des nouvelles ambiances, donc ouais, ça reste intéressant, mais si on voit bien que le mec il a tenté quelque chose qui a pas réussi, je vois pas pourquoi il arriverait à faire ce film qui en fait paraît déjà démodé, véritablement. Et donc verdict, ça va. Vraiment, ça va. Alors attention, on part pas sur un chef-d'œuvre, globalement, mais c'est un film sympa, c'est un film sympatoche, voilà. Que je vais sûrement oublier dans une semaine, et ça fait déjà mal en fait de me dire ça pour un réalisateur comme Darren Aronofsky, qui a au contraire fait énormément de films qui continuent à nous hanter après le visionnage, Requiem for a Dream, Mother, je sais pas, The Whale par exemple. Ça me fait quand même beaucoup de mal de dire ça d'un mec que j'aime énormément. Alors je vais faire quand même un léger mea culpa parce que j'avais quand même dit que le film allait être une catastrophe, il allait être mauvais. Non, ça va, il se regarde, c'est sympathique, mais le film casse pas 3 pattes à un canard. Donc là où j'avais énormément de réticence en fait sur la possibilité de voir un énième film de gangster semi-fun à la Guy Ritchie, on va dire qu'il tombe pas totalement dedans, il tombe un peu mais ça va en fait, ce qui fait que le film il est à moitié sauvé, on va dire ça. Je vais pas avoir énormément de choses à dire sur le film, et de toute façon depuis que j'ai commencé le podcast, le Ciné Icecast, les films d'actualité, je vous avoue que les films dont j'ai parlé m'ont pas énormément convaincu. Le Dracula, j'avais trouvé ça pas mal, moyen, mais c'était pas une grande révolution dans l'adaptation. Le Naked Gun, je l'ai dit, c'était un film qui m'a pas vraiment... Je me suis pas beaucoup marré, je crois que c'est pas un film fait pour moi, c'est pas mon humour. Et celui-ci reste encore une fois pas terrible, donc vraiment pour l'instant... Alors si, il y a eu Dangerous Animals, ça j'avais bien aimé, c'était sympa, c'était vraiment le meilleur film d'été, globalement, parce que même les autres films à côté, bon, j'ai quand même bien aimé, mais c'est pas non plus des super blockbusters, quoi. J'ai bien aimé la vision du Superman de James Gunn, j'ai bien aimé, je trouve pas que ça soit super, il y a plein de défauts, mais c'est sympathique. Tout comme la nouvelle version des 4 Fantastiques, d'ailleurs, comment il s'appelle ? De Mac Shackman, c'était pas mal aussi, j'avais bien aimé, sans plus. Par contre, le Jurassic World, c'est à chier. Vous pouvez le foutre à la poubelle, j'ai détesté. Je voulais déjà détester le film avant, et bon, je l'ai vu après, c'était vraiment pas bon. Mais déjà que les films ont pas trop cartonné, je crois. Enfin, ils ont bien marché, le Superman a pas bien marché, mais c'est pas ils font pas 1 milliard au box-office, quoi. Ça fait longtemps qu'il y a plus le milliard. Et les résultats restent quand même, je pense, un petit peu décevants quand même, parce que c'est des films qui ont coûté assez cher. Et du coup, encore une fois, je tombe sur un film un peu moyen, pas mauvais, mais assez oubliable, avec des bons moments tout de même. Du coup, le film, il est tout de même sauvé, en fait, par plusieurs points. Et je crois que le plus intéressant, en fait, c'est que l'élément qui fonctionne, on va dire, le plus dans le film, et ce qui est le plus surprenant, c'est la manière dont le film va construire son récit, parce qu'en fait, on ne sait pas quel personnage va vivre ou non. Et d'ailleurs, certains grands noms du casting vont avoir des directions assez surprenantes. Je spoil pas, bien évidemment. Et dans un sens, le film sait garder un certain suspense, assez amusant, assez divertissant. Et on se demande, tiens, c'est drôle quand même, celui-là il est déjà mort. C'est assez étonnant, alors que c'est un gros nom du casting. Et en fait, ça reste assez amusant tout au long du film. Deuxièmement, je pense que bien évidemment, sa grande force, c'est Austin Butler. Voilà, en fait, le mec qui vole à peu près la vedette à tout le monde. Il arrive à camper, en fait, ce qui est drôle, c'est que il arrive pas que à camper le mec beau gosse, parce qu'en fait, c'est ça un peu ce qu'on reprochait à Austin Butler, c'est que c'était le beau gosse de service. Pas tant que ça, parce que, en fait, Aronofsky, il a voulu quand même lui donner de la profondeur, parce qu'on est chez Aronofsky, on sait quand même développer ses personnages. Il a quand même voulu lui donner de la profondeur avec son accident de bagnole, qui, en plus de l'avoir marqué physiquement, il est aussi coupable de la mort d'un de ses meilleurs potes. Et en fait, il y a aussi le fait qu'il se cache à travers son alcoolisme. Alors ça, on sent la patte Aronofsky qui veut montrer les traumatismes, la dépendance, etc. C'est un truc qu'il a toujours eu dans son cinéma, mais qui est très timide. Et en fait, l'évolution reste trop artificielle du personnage de Hank. Et si on compare au traitement d'autres personnages qu'il avait dans sa carrière, je pense à Charlie et son handicap dans The Whale, on se rend compte très vite qu'on n'est absolument pas sur la même écriture. Là, c'est vraiment trop artificiel. On voit qu'il y a une évolution, enfin même pas, il n'y a pas d'évolution. On sent que le personnage a un trauma, mais c'est vaguement dissimulé. Et on fait pas évoluer le personnage, il apprend rien. Je parlerai de ça après, c'est assez décevant. Et même si en fait cette espèce d'accident le hante, il est pas paralysé et handicapé véritablement. Enfin, si dans un certain sens il a encore sa blessure, mais sa vie elle est cool quoi. Il bosse dans un bar à Manhattan, il a un appart cool, il a une meuf cool. Il a pas vraiment à se plaindre de sa vie quoi.
Donc oui, le traitement il reste quand même assez artificiel et on reconnaît que trop rarement en fait l'identité Aronofsky sur le traitement psychologique et physique. Et en ce qui concerne le casting, même si les acteurs sont pas mauvais, j'ai pas de reproches à leur donner, ils sont un peu oubliables et ils sont pas intéressants quoi. Zoe Kravitz, Regina King, Bad Bunny ou encore les deux rabbins là, joués par Vincent D'Onofrio et Lev Schreiber, qui sont des super acteurs pourtant. Déjà ils sont tous cachés par leur grosse barbe, donc en fait on voit pas grand chose, mais aussi parce que ils arrivent un peu tard dans le film et ils sont pas fous. C'est dommage parce que j'adore ces deux acteurs, surtout quand on voit la prestation qu'avait Vincent D'Onofrio dans la série Daredevil. Ouais, bof quoi. Et bon, alors il reste Matt Smith. Alors Matt Smith, lui il est sympa, ça va, avec son espèce de gueule de punk là, et de son côté un peu défoulant, il est sympa, par contre il est un peu insupportable à la fin parce que, en fait il arrête pas de gueuler. Le mec il parle jamais, il arrête pas de gueuler, il gueule sur tout le monde, il est pas content. Et il insulte tout le monde aussi, en fait il y a un moment, t'as juste envie qu'il crève, parce qu'il est vraiment... il est pas détestable, c'est juste qu'il arrête pas de gueuler, et en fait t'as juste envie qu'il ferme sa gueule quoi. Bref, je suis désolé, mais comparé avec ce qu'a fait Aronofsky, je sais qu'il y en a qui ont, je pense, beaucoup aimé le film. Au fil de sa carrière, même si le film reste quand même une adaptation, faut quand même suivre la trame principale du livre, on se demande vraiment où est passé Aronofsky et qu'est-ce qui l'a motivé à faire ce film. Vraiment, je me demande véritablement la motivation qu'il avait eue, quoi. Sur le traitement de ses personnages, sur l'histoire. Donc, en fait, il y a deux théories. Soit, il s'est dit que Aronofsky il en avait marre de faire des films pour dépressifs. Vraiment, des films où à la fin tu te tires une balle dans la tête parce que t'en as ras le cul. Et du coup, il se demande, il se dit, il a envie un peu de s'amuser, il a envie de changer complètement de style et il veut se faire un film un peu cool, un peu amusant, avant de revenir, parce qu'il va revenir sur un autre film, il va reprendre un film, je crois, qui était déjà prévu, pour, 2026, un truc comme ça. Ou alors, deuxième option, il sait que les derniers films qu'il a fait, pas cartonné, mais en même temps, je crois que Darren Aronofsky, ça a jamais été un mec qui rapporte énormément d'argent. Et du coup, il se dit, il faut qu'il se refasse, et on lui a proposé, tiens, on veut faire une adaptation de ce livre, ça te donne, est-ce que ça te tente, etc. Et du coup, il veut faire un film un peu plus lisse, un peu plus hollywoodien, et, parce que là, on s'enlève complètement du film intimiste, là, c'est un pur film de commande, globalement, car je pense que c'est vraiment, ça n'a pas été dit, mais c'est un film de commande. Déjà par son budget, parce que 40 millions de dollars, c'est pas du tout le budget qu'on donne aux films de Darren Aronofsky qui sont souvent beaucoup plus... qui ont des petits budgets. Donc là, tu sens un peu plus quand même la volonté de montrer les grandes villes de New York, etc. Un peu d'action. Et d'ailleurs, je me demande, mais je crois que le film va pas marcher, quoi. Parce que le gros problème, c'est que le film sort fin août. C'est vraiment un suicide économique, Le film sort fin août, tout le monde s'en branle, personne va au cinéma. Et les gros films blockbusters sont sortis mi-juillet. C'est un suicide commercial, véritablement. Oui, hormis Austin Butler, le casting est assez oubliable, et c'est dommage, car il y a du beau monde. Et d'ailleurs, je vais parler un petit peu du chat, parce que ça, c'est quand même un truc qui m'a gonflé dans le film. Le chat de Matt Smith, qui est quand même, en fait, la somme de toutes les emmerdes qu'a eu le personnage de Hank depuis le début du film, globalement. Il faudrait vraiment arrêter avec cette espèce de gag, d'éléments, de symboles en fait, du chat ou du chien, c'est soit l'un soit l'autre. Parfois c'est d'autres animaux, mais c'est toujours les deux qui reviennent, comme des espèces d'éléments, tu vois, de gag, de détente, style comic relief. Parce que, en fait, j'ai aucun problème avec les chiens, les chats, je les adore, je suis un amoureux des animaux. Mais en fait, j'aimerais vraiment qu'on utilise le symbole animal, pas seulement pour un élément comique, mais plus pour quelque chose qui va apporter au film, je sais pas moi, une touche un peu plus émotionnelle, par exemple. Ou une utilité plus pour le récit, par exemple. Et je dis ça car en fait on a eu Crypto récemment dans le dernier Superman qui avait déjà attisé beaucoup de haine et qui d'ailleurs ne m'a pas tant déplu que ça, étonnamment. Je trouve que il a bien été utilisé dans le film, il est pas si dérangeant que ça, alors que lui en plus il est en image de synthèse. Non, étonnamment, je crois que c'est peut-être le seul film que je connais qui a bien utilisé un animal sans en faire des caisses. Alors certains me diront c'est complètement faux, il en fait des caisses. Pour moi, ça va. Par rapport à cette idée de l'utilisation du symbole animal, moi j'en peux plus parce que moi je me rappelle du chat qu'on avait utilisé dans le film Captain Marvel. C'était nul, vraiment c'était une catastrophe, c'est imbitable le truc. C'est tellement simple, en fait c'est tellement opportuniste et tellement simple d'utiliser un animal pour faire la petite mascotte du film.
Non, franchement, allez plus loin que ça, s'il vous plaît. Et là, le film, il tombe dans la connerie, dans le piège typique de l'animal un peu mascotte, etc. Et justement, il le parlait un peu dans la promotion. Je prends l'exemple d'un film qui était sorti que j'ai pas vu, mais je sais qu'on en avait fait la promotion dans Anatomie d'une chute, le chien. Je sais qu'il y a eu la Palme d'Or, etc. Et on a beaucoup parlé du chien. Alors oui, il y a eu la promotion autour de lui. Mais on a bien vu, et j'avais beaucoup entendu, j'ai pas vu le film malheureusement, mais que le chien a une importance. Il a une place ultra importante parce que on a le point de vue du chien, etc. par rapport à la scène de crime. Et ça, je trouve que c'était une utilisation brillante d'un animal sans qu'il soit là pour être le gentil petit toutou, adorable, etc. C'était super intéressant. Justine Triet, je pense, l'avait très bien utilisé. Bon, après, bien évidemment, ils ont fait la promotion du film, etc. Donc bref, revenons au film, et je vais aussi parler d'un autre problème qu'a le film. Et je pense que c'est son plus gros problème, c'est que le film veut être à la fois sérieux, mais à la fois comique. Et ça, c'est un truc qui fonctionne pas du tout dans le film. En fait, les deux genres se marient très mal dans le récit. D'ailleurs, j'ai entendu dire par certains que certains comparaient le film avec le style des frères Coen. Alors les gars, calmez-vous un peu. On est loin de la subtilité d'un Fargo ou d'un Big Lebowski. D'ailleurs, les frères Coen, ils ont pas fait que des films comico-sérieux, hein. Ils ont fait des No Country for Old Men, Miller's Crossing ou Barton Fink, qui sont loin d'être des œuvres très fun, hein. C'est quand même des trucs assez sérieux et assez dramatiques. Donc on revient au film, et donc en fait, cette mauvaise homogénéité, bah tu le sens. Et en fait, le film, il essaie tant bien que mal de vouloir se la jouer un peu film de gangster fun comique. Et cependant, bah, il est tout le temps le cul entre deux chaises, ce qui fait que le film ne sait pas avec quel pied danser, malheureusement. Et du coup, beaucoup de moments tombent complètement dans le ridicule, ils sont à côté de la plaque. Soit c'est dans le volontairement tragique, et en fait, ce qui donne au film en fait un effet bancal dominant et prononcé qui est vraiment assez désagréable. Et en fait, cette volonté de changer de style, comme je l'expliquais en introduction, n'est pas signe que le film sera intéressant, hein. Car même si le film tente de développer le personnage de Hank Thompson, pour autant, on ne sent pas une forme de véritable rédemption. Donc c'est ce que je disais au début par rapport au personnage, une forme de rédemption comme les autres personnages de la filmographie d'Aronofsky. Et ici, le personnage, en fait, il n'apprend rien, il se découvre pas, et au contraire, en fait, il perd plus tout, il perd tous ses proches. Donc en fait, c'est plus une descente aux enfers qu'autre chose. Enfin, une descente aux enfers plutôt sympa, hein. Le mec, il perd énormément de personnes proches de lui, mais ça l'atteint pas plus que ça, étonnamment. Donc le style ne fait pas tout, et malheureusement, bah en fait, Aronofsky nous sort un film assez basique et trop classiquement réalisé. Alors il y a quelques moments fun, je vous l'avoue, ça reste quand même sympa, mais le film aussi arrive à moitié émouvoir par quelques moments un peu dramatiques, et il y a aussi une timide réflexion sur les blessures physiques, parce qu'il y a énormément de moments où en fait tous nos personnages s'en prennent plein la gueule. Il y a énormément de scènes et de plans sur des corps abîmés, mutilés, des gueules cassées. C'est assez étonnant, c'est vraiment peut-être la meilleure chose en termes de réalisation du film. Alors, est-ce que c'est une volonté de la mise en scène de Aronofsky de vouloir vraiment montrer les corps tuméfiés? Ça peut être intéressant parce qu'il l'avait déjà montré dans Requiem for a Dream, dans Black Swan, etc. The Wrestler aussi. Mais là aussi, c'est trop timide pour avoir vraiment une réflexion. Mais ça reste les plans les plus intéressants. Bon, c'est pas très beau, mais il y a une volonté de vraiment accentuer sur ces plans où on te montre les visages abîmés. Et d'ailleurs, nos personnages s'en prennent plein la gueule, c'est ça qui est aussi intéressant. C'est que la plus grande force, c'est le personnage d'Austin Butler, parce qu'il s'en prend plein la gueule. Et c'est pas un tueur, c'est pas un assassin, on le répète dans le film. Et du coup, oui, on est quand même assez attaché à lui. Donc oui, le film reste en fait trop timide sur plein de sujets, il est trop bancal. Et malheureusement, il est pas assez fun. Donc en fait, le fait que ça reste quand même un bon divertissement, bah ça n'entache pas que, le film d'ailleurs est pas trop long, ça va, il dure 1h47, c'est cool, mais ça reste moyen. En définitive, Cough Stealing n'est pas le naufrage annoncé, ni un retour flamboyant pour Darren Aronofsky. Le film se laisse suivre, il amuse par instant, et parvient parfois à émouvoir, notamment grâce à un Austin Butler solide, mais il reste trop maladroit dans ses choix de ton pour marquer durablement. Coincé entre comédie noire décalée et drame brutal, il finit par nous convaincre
dans aucun registre et laisse une impression d'œuvre hésitante. Ni honteux, ni réellement raté, ce long métrage se révèle surtout très oubliable, loin de la vision singulière et percutante à laquelle Aronofsky nous avait habitués avec ses films les plus marquants. À qui je conseillerais le film ? Eh bien, en fait, si vous voulez un film un peu cool et amusant, vous allez quand même passer un bon moment, et je pense que ceux qui n'aiment pas Aronofsky, là vous allez aimer son style véritablement, parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas, et je comprends totalement, c'est quand même des films assez anxiogène, et voir un film un peu plus léger, voire même ultra léger, oui, je peux comprendre qu'on préfère aller sur ce type de film. Donc oui, je vous conseille quand même d'y jeter un coup d'œil, je vous dis pas de pas y aller, véritablement, mais moi malheureusement, connaissant un peu le réalisateur, et j'aime quand on me bouscule, j'aime quand on me casse la gueule, hein, globalement, c'est un peu violent dit comme ça, mais c'est ça, j'aime quand on me bouscule dans le cinéma, donc oui, bien évidemment, je préfère l'autre Aronofsky que le réalisateur un peu lisse, un peu yes man, parce que là je suis assez étonné quand même. Donc oui, je sais qu'un auteur doit savoir changer de registre, mais pour autant il faut que le jeu en vale la chandelle, et là c'est compliqué, c'est pas mauvais non plus, mais c'est regardable. De toute façon, Aronofsky l'a souvent dit d'ailleurs durant la promotion, il a voulu changer de registre parce qu'il voulait proposer un film plus distrayant pour les spectateurs. Donc ça explique un peu cette volonté de complètement changer de style. C'est pas dérangeant, hein, je vous l'accorde, mais c'est vrai que c'est pas là que j'ai envie de le voir, malheureusement. Alors déjà, c'est mieux quand même que Noé. Ah, vraiment, c'est un ratage total, c'est une catastrophe. Non, là, ça va, c'est quand même un peu mieux. Il s'est quand même bien rattrapé, mais pour autant, c'est un Darren Aronofsky, pour moi, beaucoup trop mineur. Quand on connaît la grande carrière qu'il a eue, c'est quand même assez décevant. Alors je sais que dans quelques années, il reviendra, il va revenir pour un film A24, donc déjà ça me paraît logique, il avait déjà bossé pour A24 avec The Whale. Je crois que le titre du film s'appelle Breakthrough, avec Dwayne Johnson. C'est super, donc il va jouer un rôle de gourou de secte. Alors c'est intéressant parce que The Rock, ou Dwayne Johnson, bon, on le connaît pour ses films à la con, blockbuster, pas très intéressant, et ses rôles complètement oubliables, mais on sent qu'il y a un changement de carrière pour ce mec, parce que là il va faire le prochain film, là, The Smashing Machine, là, le film des frères Safdie. Il joue un rôle complètement différent, ça a l'air super intéressant, et je crois qu'il va continuer dans cette prolongation avec le nouveau film de Darren Aronofsky. Donc moi je suis ultra hype, hein. The Rock, dirigé par Darren Aronofsky, moi je veux voir ça, hein, ça a l'air d'être très cool. Donc ouais, il revient dans des rôles plus intimes, donc ouais, franchement, pourquoi pas. Je pense que ça va être quand même plus intéressant que ce film. Et je me dis, voilà, je vais pas non plus casser du sucre dans le dos de ce film, parce que c'est plus une petite pause dans la carrière de ce mec, plus qu'une volonté de complètement changer de style. Donc ouais, je vous conseille quand même le film, même si pour moi je l'ai pas trop aimé, voilà. Ce podcast est dorénavant terminé sur le film Cove Stealing de Darren Aronofsky. Et vous, qu'avez-vous pensé du film si vous l'avez vu ? Est-ce que vous avez bien aimé ? Est-ce que vous avez été très déçu comme moi ? N'hésitez pas à en discuter en commentaire, ça fait toujours plaisir sur YouTube. Et si vous voulez voir mon avis un peu plus complet, un peu plus analytique sur le film, n'oubliez pas que je vais vous mettre dans la description le lien pour voir ma critique sur Sens Critique. Voilà, je sais pas si vous savez, mais moi j'écris énormément les films qui font l'actualité. Parfois plus long aussi, c'est beaucoup plus analytique. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, à vous abonner sur YouTube si la critique vous a plu, ou si vous voulez voir plus de critiques de ce genre. Les différentes plateformes de streaming, voilà, il y a Amazon Music, il y a Spotify, il y a Deezer, il y a Apple Podcast. Vous avez le choix sur les plateformes de podcast. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast sur l'œil du temps, car en fait, je pense, pour pas véritablement un autre podcast sur un film d'actualité, vu le peu de films aussi proposés, cela dit. Justement, en fait, je vais vous dire les films que j'attends le plus jusqu'à décembre. Comme ça, vous saurez quels sont vraiment les films où je pourrais faire un podcast, c'est pas sûr, par rapport au temps, etc. Il y en a quand même une belle liste, hein. Je suis pas sûr de les voir tous, mais je ferai une petite critique sur Sans Critique, etc. si vous voulez voir. Et pour ceux qui sont abonnés, etc. Alors, dans les films que j'attends le plus, il y a quand même Une bataille après l'autre. Le nouveau Paul Thomas Anderson avec Leonardo DiCaprio, ça, c'est le film que j'attends le plus. La bande-annonce, je la trouve géniale. Ça me donne énormément envie.
et DiCaprio chez Paul Thomas Anderson, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Chien 51, le nouveau film de Cédric Jiménez, ça me tente énormément, j'avais beaucoup aimé le livre. Bien évidemment, le film Your Eye, j'en ai déjà parlé, le prochain film avec Orelsan en tête d'affiche. On a Kaamelott deuxième volet, bien sûr, j'attends parce que j'aime beaucoup Alexandre Astier. Kaamelott, j'aime beaucoup aussi. Attendons de voir, j'espère que enfin il va faire un bon film Kaamelott parce que le premier volet était très décevant et j'espère qu'il a retenu la leçon. J'en parlais de Smashing Machine, j'ai envie de voir The Rock dans un rôle complètement différent. On a Anémone, le petit film que personne n'attendait, avec le grand retour de Daniel Day-Lewis. Ça, bien évidemment, j'attends comme un malade, réalisé par son fils, et je crois qu'il est aussi écrit par le fils et le père. Bien évidemment, le retour de Daniel Day-Lewis, j'attends ça depuis 5 ans, donc bien évidemment. Le Frankenstein de Guillermo del Toro, qui là aussi vraiment me donne une curiosité assez folle. J'adore le livre de base, ça a l'air d'être génial ce qu'il a fait, et vu les premières critiques à la Mostra de Venise, je crois que ça va être un des meilleurs films de l'année globalement. On a aussi en termes d'adaptation Running Man de Edgar Wright. Je vous dis, il y a énormément de films qui vont sortir en cette fin d'année, c'est fou. J'attends de voir, je crois que ça va être une nouvelle adaptation, celui du livre de Stephen King, donc j'attends. Et en plus réalisé par Edgar Wright, bien évidemment, faut le voir. On a Un simple accident, le film qui a eu la Palme d'Or de Jafar Panahi, que j'attends bien évidemment. Une Palme d'Or, ça reste toujours intéressant. En films qui ont beaucoup fait parler à Cannes, il y a aussi Sira, le film espagnol, ça aussi j'attends de voir. À Cannes, on a aussi eu Dossier 137, le film de Dominique Moll, c'est lui, le réalisateur qui avait fait l'excellent, comment s'appelle ce film ? La Nuit du 12, j'ai hâte de voir le film, j'avais entendu de très bonnes critiques. En français, on a aussi L'homme qui rétrécit de Yann Kounen, avec Jean Dujardin, là aussi j'attends énormément le film. Il n'y a pas que ça en termes d'adaptation, on a aussi, pour Stephen King, on a Marche ou crève, super livre, et je sais pas comment ils vont adapter ça, mais il va y avoir énormément de risques, hein, ça va être assez fou. Et bien évidemment, pour finir, on pouvait pas passer à côté d'Avatar 3 Fire and Ash de notre cher James Cameron. Alors tous ces films, je suis pas sûr qu'ils auront tous un podcast, parce qu'il y en a énormément, mais je ferai pour chacun une critique rédigée. En tout cas, j'essaierai de faire le plus de critiques possible. Voilà. Trêve de blabla, merci encore pour votre écoute. Comme d'hab, les petits abonnements sur Insta, TikTok et Sens Critique, vous connaissez la musique. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur le Ciné Icecast. Au revoir. Au cas où on se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais.